je vais commencer par une introduction brève, puisque peut-être que tout le monde n'est pas familiarisé avec ce qu'est la dystonie. Puis j'enchaînerai du coup sur l'apport de l'analyse Next Generation Sequencing dans cette pathologie du mouvement. Je parlerai de 2 nouveaux gènes associés à un syndrome dystonie-parkinsonisme qu'on a identifié, et je finirai avec une petite discussion sur l'impact thérapeutique du diagnostic génétique de la dystonie en pratique du neurologique mouvement anormaux. Donc la dystonie, qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie du mouvement où des contractures musculaires soutenues ou intermittentes vont aboutir à des prises de posture anormales, des mouvements anormaux ou les deux. Bon. Globalement, ça va être vraiment des mouvements anormaux soutenus, donc à type de torsion souvent, ou qui peuvent toucher soit certains segments du corps. On peut par exemple avoir des dystonies qui vont être limitées au niveau du cou, donc un torticolis spasmodique par exemple, au niveau des membres, ou être plus généralisée et toucher également la musculature axiale. C'est une pathologie qui va être caractérisée par une très grande hétérogénéité. C'est une hétérogénéité phénotypique en termes de topographie, de pattern de progression, d'âge de début. C'est une hétérogénéité étiologique parce qu'il n'y a pas que des causes génétiques dans la dystonie, mais des pathologies acquises, des lésions cérébrales, X ou Y, des traumatismes crâniens peuvent causer ce type de mouvement anormal. Mais dans les formes génétiques, il y a également une très grande hétérogénéité génétique, comme on va le voir, ce qui fait que globalement, le diagnostic syndromique, étiologique et génétique reste difficile à poser. Donc, quelques illustrations donc, de différents types de mouvements anormaux dystoniques. Donc, en haut à droite, vous pouvez visualiser du coup un torticolis spasmodique, donc vraiment une dystonie focale qui va être limitée à la musculature cervicale. Plus en bas, vous avez une forme plus sévère ici, qui est un dystonia muscularum deformans sur mutation du gène torsine, donc qui touche un sujet jeune, donc qui va toucher la musculature axiale, les membres également, plus également donc, le cou. Vous avez des dystonies qui vont être un peu intermédiaires entre ces deux phénotypes et qui vont toucher plusieurs segments contigus, donc c'est ce qu'on appelle des dystonies segmentaires, à l'image du syndrome de Meige, qui va combiner un blépharospasme, c'est-à-dire une dystonie des paupières avec une composante faciale inférieure oromandibulaire. Et enfin, vous avez des dystonies qui vont se caractériser par leur côté paroxystique, c'est-à-dire que tous ces patients ont des mouvements anormaux qui sont permanents, mais il y a également un certain nombre de patients qui vont avoir des dystonies paroxystiques, comme ce patient qui a des accès de dystonie généralisée qui sont liés à des mutations bialléliques dans le gène PDE2A. Donc voilà, une très grande variabilité phénotypique. Une grande variabilité également génétique, puisqu'on dénombre plus de 70 gènes associés à cette condition. Donc, la dia a vieilli un petit peu, il y en a encore plus maintenant. Et une grande hétérogénéité clinique, c'est-à-dire qu'au sein d'une même famille autosomique dominante, par exemple, la même mutation peut donner un spectre phénotypique variable. On pense notamment aux mutations TOR1A, donc le gène de la torsine, où au sein d'une même famille, des porteurs de la mutation peuvent être symptomatiques, non symptomatiques, ou avoir des dystonies plus ou moins généralisées. Donc la task force de la Movement Disorder Society pour les dystonies génétiques, enfin pour les mouvements anormaux génétiques, décrit 3 grands types de dystonies. Voilà. Les dystonies isolées tout d'abord, où la dystonie va être le seul symptôme du tableau clinique, donc c'est le cas des mutations torsines, des mutations GNAL ou des mutations THAP. Les dystonies combinées, où la dystonie va s'associer à d'autres mouvements anormaux, par exemple les dystonies myocloniques, dans le cadre des mutations SGCE, ici on parle des dystonies parkinsonisme également, donc où la dystonie va s'associer à un syndrome extrapyramidal, comme dans les mutations liées à ATP1A3 qui donnent un syndrome dystonie parkinsonisme de début rapide et précoce. Et enfin les dystonies complexes, où la dystonie va être un élément du tableau clinique prédominant, mais qui va être associé à d'autres mouvements anormaux ou d'autres symptômes neurologiques. Typiquement, ce sont les neurodégénérescences par accumulation intracérébrale de fer, dont on a parlé un petit peu avant, ou les mutations d'antu-BB4A, où va s'associer également une leucodystrophie et des troubles cognitifs, par exemple. Donc, quel est l'intérêt de l'analyse d'un panel de gènes de mouvements anormaux pour le diagnostic de la dystonie? Donc ça, c'est un travail qui commence un peu à dater, qui date qui avait été mené par Solveig Montaut, notre équipe, donc en 2018, où nous avions repris les données de notre panel de 127 gènes de mouvements anormaux qui comprenaient 69 gènes de dystonie et qui avaient été appliqués sur 387 patients, dont 135 patients pour lesquels la dystonie était le mouvement anormal principal. Nous avions pu identifier des causes génétiques à ces dystonies dans
15,6% des cas, donc chez 21 patients dystoniques. Ce qui était un rendement inférieur à celui que nous avions trouvé chez les patients parkinsoniens, qui montait jusqu'à 25,4%. Donc c'était des syndromes parkinsoniens de début précoce avant 40 ans ou s'intégrant dans une histoire familiale, ou chez les patients qui avaient une chorée hors chorée de Huntington. Donc la mutation avait déjà été recherchée au préalable. Donc le rendement diagnostique du séquençage par capture ciblée d'un panel de gènes de mouvements anormaux apparaissait globalement plus faible chez les patients dystoniques. Donc dans un deuxième temps, nous avons essayé de collecter les ADN d'apparenté asymptomatiques dans les cas de dystonie sporadique de début précoce ou les ADN d'apparenté symptomatiques dans les formes autosomiques dominantes pour pouvoir réaliser une analyse whole exome pour voir si on trouvait au final d'autres causes génétiques. Donc nous avons réussi à collecter 32 patients et donc chez 13 patients, nous avons pu identifier d'autres causes génétiques, des mutations dans des gènes qui n'avaient pas été inclus dans le panel, correspondant au final à un taux de diagnostic global de 40,6% après la stratégie exome, qui améliore du coup le rendement diagnostique après une analyse par panel. Et donc le taux de diagnostic était plus élevé pour les dystonies complexes, spécifiquement celles qui étaient associées à une déficience intellectuelle ou à un syndrome pyramidal. On avait également une tendance lorsque la dystonie était généralisée ou de début précoce. Et donc logiquement, bon, je ne vous ai pas montré tous les variants, sinon la présentation aurait un petit peu duré, mais on avait beaucoup de mutations dans des gènes qui étaient impliqués dans des pathologies du neurodéveloppement, CTNNB1, CTNNB1, NOS1 qui avait été décrit récemment dans les dystonies myocloniques, et des gènes de syndrome de Lee notamment qu'on n'avait pas inclus comme SUCLA2 par exemple. Sur certains patients qui avaient un phénotype particulier où la dystonie s'associait à un syndrome extrapyramidal, on a eu des résultats assez intéressants. Donc, par exemple, ce patient suivi par Louise-Laure Mariani à la PHP, qui avait consulté initialement à l'âge de 29 ans pour une dystonie paroxystique du membre inférieur droit et qui avait un antécédent de déficience intellectuelle légère avec un retard de langage et une épilepsie qui avait débuté à 26 ans. Qui s'était assez rapidement aggravé avec l'apparition d'un syndrome parkinsonien à l'âge de 32 ans et une bonne dopa-sensibilité. Donc là, les levodopa, c'est médicaments qu'on donne pour les dystonies dopa-sensibles et pour la maladie de Parkinson. Nous avions pu identifier, du coup, par séquençage en trio, du coup, une mutation frameshift dans le gène NRKTA2 qui code pour NER1, qui est donc qui est un gène qui est un facteur de transcription. Nous avions donc classé selon la CMG comme pathogénique. Notez que le patient avait un DAT scan dénervé, ce qui montrait qu'il y avait un processus dégénératif au niveau de la substance nigra qui était en route. Donc ici, quelques images, notamment une prise de posture dystonique au membre inférieur, une dystonie oromandibulaire chez le patient, le DAT scan qui était dénervé, et donc le séquençage sanguin de la mère et de la mère et du père du patient, qui n'était pas porteur du coup de la mutation frameshift, qui était une petite insertion ici, dont on voit un décalage du cadre de lecture. Donc on avait inclus ce gène dans un second temps dans notre panel de mouvements anormaux, dans sa version révisée. On avait analysé 122 patients supplémentaires avec un syndrome parkinsonien précoce, et on n'a pas trouvé d'autres patients porteurs de mutations dans ce gène. Donc dans un second temps, on l'a déposé sur GeneMatcher, et on a eu un match du coup avec l'équipe du docteur Bargan à Ljubljana en Slovénie, qui avait une patiente qui avait un phénotype tout à fait compatible avec un Parkinson très dystonique, débutant à l'âge de 30 ans, donc précocement avec une bonne dopa-sensibilité et une déficience intellectuelle légère, et qui était porteuse également d'une mutation frameshift, également une insertion dans ce gène. Donc c'était un match, nous étions contents. Donc NRKTA2 qui code pour NER1, donc c'est un gène qui est haplo-insuffisant, qui a un score sur des ciphers qui est à 1,28%, pour lequel il n'y a pas de mutation, perte de fonction dans les bases de données publiques, avec du coup un score d'intolérance à la perte de fonction qui était très, très élevé. Donc, ce qui nous confortait pour retenir la pathogénicité de cette mutation perte de fonction de novo, et qui par ailleurs a déjà été décrit, et un gène qui, lorsqu'il est invalidé de façon hétérozygote chez la souris, donne une perte dopaminergique liée à l'âge, avec apparition de symptômes parkinsoniens chez la souris, avec toutes les réserves qu'on peut avoir, et une diminution cohérente de la dopamine striatale. Le gène avait par ailleurs été déjà rapporté dans des Parkinson autosomiques dominants, mais avait été invalidé dans un second temps parce que ça n'avait pas été répliqué. Les mutations étaient très différentes, c'était des mutations qui étaient localisées dans la région 3' UTR, donc dans les années 2000. Nous avons trouvé également, avec un patient avec un phénotype tout à fait similaire, combinant déficience intellectuelle, tremblement de repos, myoclonie, dystonie, apparition à l'âge de 27 ans, répondant très bien à la levodopa et s'aggravant assez rapidement. Et avec un DAT scan du coup dénervé, une IRM cérébrale normale, une mutation de novo dans le gène PPPP2R5D, donc la P.E200K, qui avait déjà été rapportée
dans la déficience intellectuelle légère, mais pas du coup dans les syndromes parkinsoniens début précoce, et qui étaient interprétés comme pathogéniques. Même histoire, nous avons analysé 122 autres patients présentant un syndrome parkinsonien précoce, nous n'avons pas retrouvé de mutation dans ce gène-là. Nous avons déposé le gène sur GeneMatcher et on a eu 2 matchs cette fois-ci avec le docteur Nemeth de Oxford et avec le docteur Chung du Manhattan Presbyterian Hospital, qui avait des patients qui avaient un phénotype associé en déficience intellectuelle, Parkinson dopage sensible, freezing, dystonie, et une mauvaise réponse à la stimulation cérébrale profonde dans le deuxième cas, et qui étaient porteurs de la même mutation, la P.E200K. Donc on était assez contents également. Le patient de Manhattan avait été autopsié avec la particularité qu'il n'y avait pas de dépôt de corps de Lévy au niveau de la substance noire, ce qui était un peu atypique par rapport à ce qu'on aurait pu attendre devant un syndrome parkinsonien précoce. Et donc le gène, je passe rapidement, c'est un gène qui code pour une sous-unité régulatrice de la protéine phosphatase PPP2A, qui est impliquée dans beaucoup de processus cellulaires. Donc la mutation P.E200K avait déjà été associée à de la dystonie, à de la déficience intellectuelle plutôt légère, avec un mécanisme supposé d'effet dominant négatif qui aboutit à une inactivation de la sous-unité catalytique. Donc entre-temps, plusieurs publications, donc nous avons publié ces 2 gènes et plusieurs publications sont venues conforter du coup l'implication de ces 2 gènes dans les dystonies dopage-sensibles. Donc ici un cas du coup espagnol, un autre cas du coup allemand pour lequel j'avais été contacté d'ailleurs. Plusieurs patients qui ont été confirmés par la grande étude de Michael Zeck qui a été publiée dans Lancet Neurology, donc porteurs de mutations dans PPPP2, R5D ou NR4A2, et encore une autre publication dans PPPP2, R5D. Voilà, donc je vais finir par les implications thérapeutiques au final du diagnostic génétique dans la dystonie, donc vraiment très rapidement en montrant quelques figures du travail de Laura Sif sur le gène KMT2B, qui est un gène associé, dont les mutations ont été associées à des dystonies de début précoce sévères avec plus ou moins de la déficience intellectuelle. On voit ici très bien sur un score de sévérité, donc l'échelle de Marsden de la dystonie, une amélioration procurée par une technique chirurgicale de stimulation cérébrale profonde, la stimulation pallidale bilatérale, avec ici donc du coup une modélisation de l'évolution du score après stimulation cérébrale profonde et les trajectoires individuelles des scores chez les patients. Donc, ce qui montre que le diagnostic génétique va avoir une importance pour pouvoir décider, prioriser des patients qui vont bénéficier de cette thérapeutique, puisque d'autres gènes ont été associés notamment à des bonnes réponses de la stimulation cérébrale profonde, le gène Torsin, le gène GNAO1 également, alors que d'autres formes génétiques de dystonie sont associées à des réponses un peu moins bonnes. Donc, par exemple, la maladie de Wilson, pour lequel il y a un projet WILSTIM en ce moment à Lyon qui est en cours, les syndromes de Lee notamment, qui semblent répondre moins bien à cette thérapeutique. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la dystonie, c'est une pathologie très hétérogène sur le plan génétique et phénotypique. Il y a un meilleur rendement diagnostique qui semble être obtenu par le séquençage de l'exome comparativement au panel. Le séquençage de l'exome semble avoir un intérêt surtout si le tableau clinique est riche et complexe. Donc les mutations dans PPPP2, R5D et NR4A2 sont 2 nouvelles causes rares, parce qu'on n'a pas réussi à les retrouver sur notre petite cohorte, de syndrome dystonie parkinsoniste de début précoce. Et donc il y a une importance également du diagnostic génétique pour prioriser les patients qui peuvent bénéficier d'une chirurgie de stimulation pallidale bilatérale dans le cadre des dystonies. Voilà. Donc je voulais remercier du coup l'équipe de l'IGBMC, des hôpitaux universitaires de Strasbourg, des collaborateurs internationaux. Et j'espère avoir tenu le temps. Tout à fait. Merci beaucoup, c'est parfait. Eh bien voilà, quelques questions déjà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, panel ou exome? On continue à faire du panel. Là, on a un peu restreint pour l'instant, on fait essentiellement du panel. On fait toujours d'abord un panel et ensuite on confirme par exome si c'est négatif. Ok. Les 2 gènes que vous avez décrits avec déficience intellectuelle dite légère, ma première question c'est est-ce que vous avez plus d'infos sur le type de déficience et surtout est-ce qu'ils ont déjà été décrits avec des déficiences sans anomalie de type dystonie? Alors pour NR4A2, avant qu'on publie dans Movement Disorders le gène, c'était uniquement des grandes délétions du gène qui avaient été rapportées dans des déficiences intellectuelles non syndromiques.
mais pas des mutations ponctuelles. Donc nous, c'était les premières mutations frame shift, perte de fonction qui étaient rapportées. PPPP2R5D, c'était un gène qui avait été publié, il y avait quand même quelques cas, il n'y en avait pas beaucoup, il devait y en avoir une dizaine, de déficience intellectuelle non syndromique, de profondeur variable. Je dis légère parce que la P.E200K, celle qu'on a retrouvée, était associée à vraiment des déficiences intellectuelles uniquement légères. Mais la P.E198K, je ne suis plus sûr, était associée à des déficiences intellectuelles plus profondes. Donc NR4A2 a été confirmé 3-4 mois après notre publication dans la déficience intellectuelle, enfin les mutations ponctuelles. Et ensuite on a vu qu'un certain nombre de ces patients présentaient des dystonies d'OPA sensibles. Et PPPP2R5D était déjà bien connu du coup. Donc, on voit de plus en plus des cas de déficience intellectuelle qui sont non syndromiques et qui, avec l'âge, développent d'autres signes, en particulier neurologiques. Il y a des exemples dans le Parkinson, dans la dystonie maintenant. Et si j'ai bien compris, la dystonie apparaît plus tard, au cours de l'évolution. C'est un peu une forme de SENDA, un peu comme dans le BIMPAN. Donc c'est un appel aux généticiens pédiatres pour pouvoir signaler les cas qui évoluent et dont le tableau se complexifie avec des atteintes neurologiques secondaires. Ça apparaît de plus en plus souvent. Oui, d'où l'importance de l'interdisciplinarité que nous promouvons. Et du coup, l'évolution en imagerie, vous l'avez sur du long terme, sur des personnes qui ont des dystonies déjà installées depuis longtemps ou pas ? Non, pour ces patients, on n'a pas de suivi à très long terme. Mais les IRM étaient normales à l'âge de 30-35 ans. Au début des signes de dystonie ? Quelques années quand même après, puisque le patient avait commencé à 29 ans et on a dû trouver le diagnostic 6 ans après. Donc on avait un peu un suivi et l'IRM était resté normal. Et chez les collaborateurs internationaux, c'était pareil. Mais peut-être des IRM classiques, T1, T2 flair peut-être ? Ouais, c'est que du classique, effectivement, pas du sophistiqué. Juste pour rappeler, on est passé très vite ce matin, mais la dystonie fait partie des préindications des plateformes Oragen et Sequoia disponibles à partir des CRCP de Brain Team. Une dernière question. Il est rentable dans les dystonies isolées. Dans les dystonies isolées, quand c'est une forme généralisée de début précoce, le rendement reste aux alentours de 20%. Mais par contre, dès qu'on passe sur de la dystonie complexe, associée à la déficience intellectuelle ou autre, il devient beaucoup plus faible. Et là, c'est vraiment dans ces situations-là où on a pu améliorer le rendement diagnostique en proposant le séquençage de l'exome. Du coup. Et moi, j'ai une petite question pratico-pratique. Du coup, maintenant que c'est un peu plus facile, là, quand même, l'accès au panel, c'est vrai qu'il y a 5-10 ans, on ne se posait pas trop la question et on allait à la DBS, par exemple, facilement. Est-ce que du coup, vous avez changé de stratégie maintenant et vous attendez les résultats de la génétique pour discuter de la chire ou pas ? Même si ce n'est pas toujours rentable. Mais... Nous, on a un peu de délai pour proposer les stimulations bipalidales dans la dystonie. Donc, en général, ils sont systématiquement explorés génétiquement et on a le résultat à la RCP au moment où on décide.